Audio Jungle. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon réveil, welcome to America, welcome to Ivory Coast, welcome to Ivory Coast, parce que voilà, on a eu un écriteau là où on dit welcome to America, ça nous a un peu distrait, mais en tout cas, on n'est pas distrait du tout et surtout très heureux d'être en votre compagnie pour ce troisième rendez-vous de la semaine, en ce mercredi 6 juin, 6-6-18, hein, c'est le code d'entrée de cette journée avec au sommaire, bien sûr, la famille qui sera le point focal de ce rendez-vous. Bonjour. Miss Andry. Bonjour Marco. Ça va bien? Oui, ça va très bien. J'ai très bien dormi. Bonjour aux téléspectateurs de Matin Bonheur. Et comme le disait Marco à l'entame de cette émission, à chaque jour suffit sa peine à Matin Bonheur. Et c'est toujours un plaisir pour nous d'être là avec vous et d'échanger sur plusieurs sujets. Cet autre numéro aujourd'hui va tourner autour de la famille, comme l'a dit Marco, avec Madame Asso Nguisson, avec qui on parlera de comment prévenir les fugues chez les enfants. Également, la rubrique Parlons français sera l'affaire de Madame Inao Zappé. Avec elle, on apprendra toujours de nouvelles expressions. Et ça sera également l'heure de l'écologie avec Cédric Lombardo. Mais avant, voyage qui nous emmène découvrir une magnifique ville, Miami. Il y a du soleil, il y a des plages. C'est vraiment très beau à voir. On y va. Retour sur le plateau de Matin Bonheur en direct et en exclusivité sur RT1. Très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Miami, ça sent les vacances. Hein. Miami, ça sent les vacances. Ça sent vraiment le bien-être. La Coupe du Monde, c'est dans 8 jours. On est dans une période de l'année vraiment un peu light, où on a vraiment la banane, quoi. N'est-ce pas, ici? Ailleurs, mais à Abidjan, c'est la pluie. Mais bon, on apprécie quand même. Ce sont les vacances. Peu importe qu'il pleuve ou qu'il fasse autre chose, Abidjan, on profite des vacances à Abidjan. On crée toujours sur os. Ça, c'est une expression, ceux qui nous regardent de l'extérieur, pour dire qu'à Abidjan, quel que soit le souci, quel que soit le problème, l'Abidjanais
en particulier l'Ivoirien en général, a toujours ce côté optimiste-là. On ne sait pas d'où ça vient. Parfois, on se dit même que c'est de l'insouciance ou de l'inconscience, mais non, c'est ça l'Ivoirien. Il aime banaliser tous les problèmes et avoir toujours foi en l'avenir. Et on est très, très heureux de servir tous les Ivoiriens qui nous regardent ici comme ailleurs, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous les amis, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, également tous ceux qui aiment la gym. Ça fait partie aussi de nos fondamentaux. Si vous aimez la gym, c'est que vous aimez votre corps. Et quand vous aimez votre corps, il vous le rend bien. N'est-ce pas, coach? Bonjour à tous, je suis très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui. On va faire un peu de cardio. Donc vous allez juste avoir besoin de tapis pour prendre appui éventuellement. Ok, on va faire des jumping jacks, 2 séries de 20, on va faire un peu de grimpeur et on va terminer avec le frogger. Donc tous les exercices qu'on va faire, on va essayer de montrer un niveau avancé et montrer aussi un niveau débutant pour que vous puissiez les exécuter chez vous à la maison. D'accord? Allez, nous on part directement ici. Si vous êtes prêts, on part directement avec un peu d'échauffement là. On tire. 1, 2, 3, 4. Allez, on descend les bras, on tourne là. 1, 2, 3, 4. Histoire de bien se réveiller. Allez, on part là. 1, 2, 3, 4. Ok, premier exercice que je vais vous demander de faire aujourd'hui, ce sont les jumping jacks. Comme je l'ai dit, on tend les pieds, là on les écarte, ok, et on referme là. On en fait 20. Si vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas faire cet exercice comme ça, ok, à cause des impacts au niveau du sol, vous pouvez le faire avec, je dirais, des step touch tout en balançant les bras. D'accord? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors lorsque vous sautez, vous contractez volontairement vos abdominaux de sorte à les faire entrer et vous restez tout le long de l'exercice sur la pointe des pieds. D'accord? 3, 2, 1. Ok, on souffle. Allez, on souffle, on prend 10 secondes de repos. Ok? Concentrez-vous sur votre respiration. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Ok? Et puis on repart encore une dernière fois pour cet exercice. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayez de ne pas trop écarter les jambes trop loin, d'accord, de sorte à vous mettre en danger. Ayez de bons appuis. 3, 2, 1. Ok, super. Alors je répète encore, pour vous à la maison, qui ne pouvez pas faire cet exercice avec impact, on part là en step touch avec les bras qui descendent et qui remontent. Ok. Prochain exercice, on part au sol, on va faire des grimpeurs. Pour faire le grimpeur, on met les mains au sol là. On descend bien le fessier. Il ne faudrait pas que le fessier soit trop haut. Ok. Le niveau le plus haut, c'est le dos et la tête. Là. Et puis on remonte les jambes dans le ventre. Comme ça. D'accord? Allez. On fait 22 fois. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, vous soufflez un peu. On prend 10 secondes de repos, d'accord? Respirez, respirez, respirez. Et puis on repart encore une deuxième fois pour cet exercice. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire avec les jambes qui vont avec cette vitesse-là, regardez. On tend les bras là, on monte une jambe, on redescend, on monte l'autre, on redescend et on prend tout son temps pour bien exécuter ce mouvement. Allez, on repart. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, le fessier plus bas. Voilà. On ne glisse pas contre le sol. Non, on ne glisse pas contre le sol. Si vous faites cet exercice comme ça, c'est que vous travaillez très mal. Donc, tends les jambes derrière. Flora, voilà, tends les jambes derrière, les deux jambes. Voilà, monte la jambe gauche. D'abord, voilà, ramène la jambe gauche. Monte la jambe droite et ramène la jambe droite. Ok, je préfère que tu fasses l'exercice comme ça. Alors, chez vous à la maison, si vous avez un problème de coordination pour ne pas mal faire l'exercice, je suggère que vous fassiez l'exercice de manière unilatérale comme ça. 1, 2, 3, 4, d'accord? Plutôt que de faire un exercice vraiment qui serait bâclé et peut-être qui pourrait vous mettre en danger. Dernier exercice que je vous propose aujourd'hui, le frogger, on va le faire de manière unilatérale, d'accord? On va faire une seule fois 10. Alors, pour faire le frogger, on monte sur la main, toujours en position de pompe. Le fessier encore bien gainé, ok, pas très haut. C'est le dos et la tête encore qui sont en position plus élevée. Et on monte la jambe droite là.
on monte la gauche, on descend la jambe droite et on descend la gauche. D'accord? En 4 temps. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4. Il faudra faire de forts appuis sur les bras. 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, lorsqu'on fait cet exercice, ça vous permet de travailler toute votre ceinture scapulaire, d'accord? Avec les bras, les épaules qui sont bien contractés. Donc, ayez de bons appuis au sol. Ok? C'est terminé pour aujourd'hui. Mais je vous donne rendez-vous demain pour continuer la semaine. D'ici là, gardez la pêche. Voilà, Marco, c'est le moment, c'est la période. C'est les moments. Oui, il fait froid, donc faut aller. Vous avez froid? On transpire difficilement, donc faut le vrai? faire, faut insister sur les mouvements et laisser la sueur couler, Marco. Non, je vous écoute régulièrement. Il fait froid. Ben oui. Oui. Ou bien vous ne le sentez pas? Si, c'est vrai, vous avez raison. Je froid, oui. Et surtout pour moi, pour les gens qui sont comme moi, nous sommes assez frileux, donc on ne supporte Vous êtes pas frileuse, tellement. hein? Bah oui. Et c'est pas que pour moi, Marco, aujourd'hui c'est une journée spéciale pour les Norbert. Oui, le prénom du jour, Norbert. Ah, Norbert. Oui, c'est du germanique Nord. Vous allez encore vous moquer? Pourquoi vous allez Non, vous pas moquer du de moi? tout. Attention. J'aime beaucoup, surtout à cause de Norbert de Paris. Non, oui, Norbert de Paris, on le salue. Qu'est-ce qu'il devient celui-là? Sapeur. Oui. Un sapeur invétéré. Oui, invétéré. Toujours les Congolais. Hein. Toujours. Ils ont même créé un concept, la sapologie. Vous connaissez? Oui. Ah oui, ah oui. Ça, les Certainement. Congolais, c'est vraiment c'est magnifique. Ils sont Vous avez un magnifiques. petit côté congolais, vous? Un côté Ben, congolais. par votre façon de vous Je suis décrire. africain, donc africain, bantou, congolais, oh, c'est la même chose, c'est ça. Enfin, coucou à tous les Congolais qui nous Qui regardent. nous regardent en ce moment. depuis Brazza et puis ceux de la République démocratique. Quand on dit congolais, c'est les deux. De toute façon, c'est une seule famille. C'est C'est la même la même famille. chose. Alors, Marco, les Norbert sont des hommes extrêmement courtois, maîtres dans l'art de séduire les femmes. S'ils peuvent présenter des visages très différents, suivant leur humeur et avoir des réactions imprévisibles, bah, leur constance et leur cohérence dans leur raisonnement font généralement l'admiration de leur entourage. Paradoxaux, décidément, ces charmeurs sont fidèles en amour comme en amitié. Ah, ça c'est bien ça. Ils sont paradoxaux comme on dit, peut-être un peu compliqués, mais ces charmeurs sont fidèles en amour comme en amitié. Donc Ça c'est me bon rappelle- d'avoir un ami. Ça me rappelle un prénom, un prénom. Quand on dit charmeur, fidèle en amour, comme on a, ça me rappelle un prénom qui commence par M, qui se termine par N. Alors, bien sûr, Marcelin. Ouais. Les Marcelins sont magnifiques. C'est ça. Ouais. Alors, Avec Norbert. un petit côté Norbert. Oui, voilà, j'ai un petit. Chacun de nous, on a tous quelque chose en nous de Norbert. Cette folle envie de charmer tout ce qui est sur notre passage. Joyeux anniversaire à un artiste qui a aujourd'hui 40 ans. Vous le connaissez certainement. Vous avez certainement dansé sur ça. J'espère qu'on va entendre. Ça. Toi, tellement je t'aime. Il a 40 ans aujourd'hui, l'ami Faudel. Auteur de Tellement de briques, une des chansons... Oh, c'est bon maintenant, voilà. Une chanson célèbre. Depuis, vous savez qu'il est... on n'entend plus trop parler de lui, tout ça, depuis son soutien pendant les élections en 2007, de l'élection de Nicolas Sarkozy. C'est là le regard. Voilà, c'est là, ça montre un peu donc les risques que prennent les artistes lorsqu'ils s'engagent pour un homme politique, parce que, voilà, après, derrière, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, 40 ans aujourd'hui, donc ce 6 juin 1978, Mr. Faudel. Et également aujourd'hui, Marco, ça marque l'anniversaire de Pierre Corneille, l'écrivain. Donc il est né un 6 juin 1606. Il y a beaucoup de 6 dans sa vie. Hein? Bah oui, beaucoup de 6 aujourd'hui. 6 juin 1600. 6 juin 2018, mais bon. Et puis aussi, on a l'anniversaire de Robert Kennedy, homme politique américain qui est né en 1968. Vous connaissez la grande famille donc des Kennedy. Allez, Nessie, Matin Bonheur, c'est les voyages. Et où vous allez passer vos vacances, vous? Au Sénégal. Au Sénégal. Oui. Ah, ah, ah.
Amis du Sénégal, Nessie ne doit pas dormir dans un hôtel, il faut qu'elle soit dans une famille. Alors accueillez-la comme une reine, comme une princesse. Ma soeur. Oui, mais au-delà de ça, oui, chaque maison sénégalaise sera la maison de Nessie parce que Nessie vient au Sénégal. Elle va manger le tchéboudienne originel, elle va voir un peu, elle va aller au marché de Bin Bin, elle va prendre les cars rapides, elle va aller voir les fameuses statues, tout ça. Voilà. Recevez Nessie, c'est vraiment... Préparez-vous à me recevoir. Préparez-vous, voilà. Il faut qu'elle vienne, fasse un carnet de voyage pour dire que ça a été magnifique. Et puis après, prépare la route et Marco vient aussi. Et pourquoi pas en Écosse aussi, hein? C'est pas mal. L'Écosse, oui. L'Écosse. Et surtout que là-bas, ils lèvent les yeux vers le ciel. Et puis on joue beaucoup à la cornemuse en Écosse. C'est un endroit où il y a une grande civilisation. Et les hommes sont en jupe. Et puis les hommes sont en jupe. Et puis ça donne un charme. Ce sont les hommes qui sont en jupe et les femmes qui portent la culotte, façon de parler. Allez, reportage sur l'Écosse qui lève les yeux vers le ciel. Pourquoi? Eh bien, regardez. À l'époque où la Grande-Bretagne régnait sur les mers, un quart de la flotte mondiale était construite à Glasgow, en Écosse. Aujourd'hui, c'est dans l'espace que se bâtissent de nouveaux empires. Et Glasgow est une fois encore à la pointe de ce secteur en pleine émergence. Après les États-Unis, c'est la ville qui produit le plus de satellites au monde, des satellites dont la taille n'a plus rien à voir avec celle de leurs ancêtres. Imaginez une bonne bouteille de whisky et vous aurez une idée de la taille de notre satellite. Glasgow est spécialisé dans les CubeSats, de petits engins orbitaux utilisés pour le guidage par satellite ou les prévisions météo. Spire Global et son voisin Clyde Space construisent environ un satellite par semaine. Une production qui incite d'autres sociétés à se lancer dans l'activité. Voici Licorne 1, c'est le premier satellite que nous avons fabriqué. Il sera lancé l'année prochaine sur Unisat 7, sur un vaisseau Soyuz. Le prix du lancement d'un satellite est supérieur au prix de l'or au kilo. Donc cela a du sens de fabriquer des cubes plus petits et pour la première fois, il sera possible de faire beaucoup de choses avec. La technologie est devenue suffisamment petite dans le cadre du développement des téléphones portables, par exemple, pour que nous puissions nous dire « Eh, nous pourrions utiliser la miniaturisation pour d'autres choses et cela pourrait être très utile. » L'espace est un marché très important pour l'Écosse. Il génère plus d'1 milliard de livres pour l'économie et près de 20 000 emplois. Nous avons dépensé à peu près 20 millions de livres pour reconstruire cette infrastructure à Glasgow et embaucher des talents locaux. C'est notre bureau le plus important et nous construisons tous nos satellites ici. Il y a un très bon réservoir de talents ici, surtout dans le domaine de l'électronique que nous avons exploité. L'Agence spatiale du Royaume-Uni veut tripler la taille de cette industrie d'ici à 2030. Les satellites écossais n'ont pas fini de repousser les frontières. C'est surtout la technologie qui n'a pas fini de nous surprendre. Hein. Mais malgré tout, il ne faut jamais, alors là, jamais s'éloigner des livres. C'est un fondamental. N'est-ce pas, Marco? Eh oui, il faut toujours lire. C'est très, très important. Parce que si vous savez ouvrir régulièrement des livres, vous saurez régulièrement ouvrir votre esprit au monde. Je ne sais pas qui a dit ça. Marcela Gouffon. Je viens d'inventer ça. Comment ça va, Madame Inao? Merci, ça va, Marco. Ça va bien? J'ai bien parlé. Hein. On n'a pas fait de faute. Ça va. Vous avez regardé depuis le maquillage, on n'a pas fait de faute. Oh, ça va. Pas de faute. Ça peut aller. Oui. Ah, ok. Ouf. Maintenant, on peut se lâcher maintenant. Parce que vous êtes là, si il y a un souci, vous allez corriger directement. Alors, quelles sont les expressions que nous allons voir aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, nous allons travailler sur la diarrhée. Ah bon? La logorrhée. Vous êtes médecin maintenant. L'apparence extérieure. Nous allons essayer de redresser l'orthographe de langage. Et puis, nous allons toucher du doigt l'expression prévenir à l'avance. Ensuite, si le temps nous le permet, nous allons parler de tâche et tâche. Tâche avec un accent circonflexe, tâche sans accent circonflexe. Et également, c'est moi qui, c'est toi qui. Voilà. Et le son œil. Oui. Ça, c'est au niveau de la grammaire. D'accord. Et puis, on va terminer par... On va terminer par, soit à quel moment employer le singulier ou le pluriel. Et aussi, on est de tout cœur, nous sommes de tout cœur avec nos petits amis du certificat qui vise le certificat d'études primaires élémentaires, CEP, l'entrée en 6e. C'était hier. C'était hier. Aujourd'hui, ce matin, nous avons les candidats au BEPC qui vont affronter l'oral du BEPC, donc du brevet élémentaire. C'est en quelle année votre BEPC, vous?
Oh, je cherche. Moi, c'était en 1991. Je ne vais jamais oublier parce que je suis allé prendre des résultats avec mon père. Et je n'avais pas droit à l'horreur parce qu'il était juste derrière moi. Je crois une année avant vous. Ah oui, donc... 90. Oui, ok. Nissi, elle, c'était en 2000 combien? Nissi a honte de dire. Non, dites, c'est pas grave, c'est la famille ici. Non. Vous écrivez ça sur le papier pour moi. Non, vous allez lire en direct. C'était dans les années 2000. Oui. Ok, merci beaucoup. Allez, c'est ça, Matin Bonheur. On va commencer tout de suite, Madame Inao, avec l'expression diarrhée et logorrhée. Bien. La diarrhée n'est pas l'expression qui nous intéresse normalement, mais nous l'avons prise pour la confronter avec la logorrhée. Il faut dire que la diarrhée, comme on le dit, c'est un écoulement, c'est une maladie due à une inflammation de l'intestin. Et l'écoulement est excessif. Donc, on va comparer cette diarrhée-là à la logorrhée. La logorrhée, c'est une diarrhée verbale. Donc, c'est elle qui nous intéresse ici. Vous avez un ami qui parle excessivement, qui a une incontinence verbale. Donc, vous pouvez la considérer comme étant une logorrhée. C'est-à-dire, il parle excessivement, sans arrêt, et finalement, il finit par emmerder par son expression. Et par moments même, on bavarde tellement qu'il y a une incohérence dans l'expression. Et donc, cela s'appelle la logorrhée. Ok. Donc, une diarrhée verbale. Logorrhée, diarrhée verbale. Ça, halte à la diarrhée verbale, surtout dans les transports en commun. Franchement. Il faut faire attention. Oui, mais dans le métro, dans le Baka, tout ça, franchement, il y a une certaine catégorie de personnes qui aiment parler, non seulement qui ont des diarrhées verbales. Vous avez le métro? Pardon? Vous avez le métro en Côte d'Ivoire? Oui, on a le métro en Égypte. Ah, d'accord. Le métro, et puis, ceux qui nous regardent de l'extérieur aussi. Oui. Vous savez qu'on est suivi de l'extérieur aussi? Oui. Oui, oui. Donc on a une diarrhée de sida. Non, mais c'est vrai, parce que voilà, on profite de cette expression-là pour attirer l'attention. Franchement, faut... Et puis on pourra profiter aussi pour donner un synonyme du mot diarrhée à nos téléspectateurs. Oui. Voilà, la diarrhée peut être considérée aussi comme une déripète. Une guéripète. Déripète. Déripète. Oui. Un synonyme donc du mot diarrhée. Déripète. Oui. Mais quelqu'un me disait comme ça, vous dites à Madame Inao que reposaille n'est pas dans le dictionnaire. Pourquoi? Ah non, attention. Bien sûr que la on a reposaille dans le dictionnaire. Il faut bien fouiller, chers téléspectateurs. Reposaille, il faut bien fouiller. Reposaille, on avait... reposaille. Il y avait reposaille pour le vendredi, il y avait quoi? Reposaille et... Le vendredi, vos téléspectateurs... Le week-end, pour le week-end. Le week-end, c'était la vacancelle. La vacancelle et la reposaille. Je crois que vacancelle ou reposaille, j'ai eu un mail comme ça, ou un message sur le site Matin Bonheur. Il faudrait bien fouiller. Il faut bien vérifier. Il faut faire attention aussi à la déripète. Vous prenez le petit Larousse, vous prenez le petit Robert, vous fouillez. Il faut faire attention à la déripète, il ne faut pas l'utiliser n'importe où. Vous avez un besoin pressant, vous allez chez quelqu'un d'autre. Ce qui me fait rire de ces expressions-là, ça c'est bien d'en parler sur un plateau, mais quand ça chauffe, qui va dire déripète, qui va dire diarrhée? Oui, mais franchement, ah oui. Généralement, Madame Inao, on ne parle pas dans ces occasions, on ne parle pas. On ne parle pas, hein, parce que là, on n'a pas de déripète, on n'a pas de diarrhée, on a chaud. On a un besoin, c'est tout. L'apparence extérieure. L'apparence extérieure. L'apparence, avec cette expression, il y a que l'apparence, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui apparaît de façon extérieure, une apparence. Et l'allure extérieure. Ensuite, nous avons extérieur qui vient s'associer à une allure extérieure. Vous convenez avec moi que nous sommes en plein pléonasme. Donc, il faut se détacher de l'expression l'apparence extérieure. C'est plutôt une apparence ou simplement son allure extérieure. Et surtout quand on parle d'apparence, c'est quelque chose qui apparaît. Qui apparaît, qu'on voit, qui est visible. Okay. Est-ce que quand, par exemple, on est dans une démonstration où on a une thèse, une antithèse, où vous parlez, par exemple, de la psychologie de la personne, son apparence externe comme son apparence interne, je ne sais pas. Oui. Là, nous avons ici, on dira plutôt, nous nous intéressons à son portrait physique et son portrait moral. Okay. Vous touchez bien sûr à ce que vous appelez ici l'apparence intérieure. Puisque l'apparence, c'est quelque chose de visible. Quand c'est intérieur, vous ne le voyez pas. Donc on va parler ici de portrait moral. Ok. Prévenir à l'avance. Prévenir, qu'est-ce que c'est? Ça sonne bizarre. De vous à moi, Marco. Prévenir, c'est dire à l'avance? Dire à l'avance. Donc, associer prévenir et à l'avance, c'est encore faire du pléonasme. Parfois, c'est joli aussi, le pléonasme. Oui, c'est joli, mais attention, dans le langage, ça devient laid.
Voilà. Prévenir à l'avance. On ne prévient pas à l'avance, on prévient simplement ou on avertit. Ça, c'est les remontrances des parents quand on était petits. Je te préviens à l'avance, c'est Marco. Ah, on n'a pas le temps de savoir que c'est une faute parce qu'on a tellement peur. Donc, exit, prévenir à l'avance, on n'utilise pas. C'est un pléonasme. C'est prévenir tout simplement. Simplement. Je vous préviens, je te préviens, c'est ça. Voilà. Ok. Mais si nous sommes prévenus, ensuite. Et langage. La différence Langage. Il faut dire que ce matin, nos enfants vont au BPC à l'oral. Ils vont affronter l'oral du BPC en anglais. Il faut faire la différence entre langage, sans le U après le G, et langage simplement où nous avons un GA. En français, je vous en prie, chers élèves, et même il y a des adultes qui font cette erreur-là. En français, le langage s'écrit sans un U. C'est vrai. Il n'y a pas de U à l'intérieur. Une fois que vous mettez le U, vous êtes en anglais. Ou nous disons language. Donc il faut faire très attention. Il n'y a pas de U dans l'orthographe de langage quand il s'agit du français. Voilà. Si vous mettez le U, automatiquement vous êtes en anglais. D'accord. Et la prononciation est différente, hein? Comme l'avait dit, langage, language. Et on va parler grammaire. On va parler grammaire. Avec c'est moi qui, c'est toi qui. C'est moi qui, c'est toi qui. Je voudrais qu'on rectifie un peu. Ce qui va suivre, si vous remarquez, il y a des points de suspension à la suite. Pourquoi ces points de suspension? D'abord, c'est moi qui. Si nous prenons les pronoms personnels, à quoi est-ce que nous ramène c'est moi qui? Bon, je vais lui demander à Nessie. Si on prend les pronoms personnels. Si on devait se référer au pronom personnel. Dans c'est moi qui, quel est le pronom personnel à qui on s'adresse? Moi. Le moi renvoie à quel pronom personnel sujet? La première personne. Laquelle? Du singulier. Laquelle? Laquelle? C'est laquelle? Le pronom, c'est lequel? Je. Donc, c'est moi qui. Ici, on s'adresse à je. Ensuite, c'est toi qui. Nous nous adressons à qui? Tu. Tu. À la deuxième personne. Donc, ça va de soi que le verbe qui va suivre, soit l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, doit s'intéresser à la première personne pour c'est moi qui et à la deuxième personne pour c'est toi qui. C'est moi qui est arrivé. Vous voyez que vous convenez avec moi que ce n'est pas du français. C'est moi qui suis arrivé. Puisque le moi ici renvoie à je. Donc je vous en prie. Avec venir par exemple, ça donne quoi? C'est moi qui suis venu. C'est moi qui suis venu. Oui. Donc, on ne le dira pas, c'est moi qui est venu. On entend c'est moi qui est là. Voilà. Ça, c'est courant, ça. C'est pas bon. Justement, c'était pour revenir et même dans des chansons. Hein. C'était pour revenir à cela. Vous ne direz pas c'est moi qui est là. C'est moi quoi? C'est moi qui suis là. Abidjan, c'est moi qui est là. Voilà. C'est pas bon. Ce n'est pas correct. Il faut qu'on reprenne un jour les chansons. Hein. Non, franchement. Il faut qu'on reprenne les chansons. Parce que franchement aussi, il y a un véritable laisser-aller. Donc on va faire un spécial chanson. Oui, moi je n'accuse pas les artistes, j'accuse les arrangeurs. Parce qu'eux, ils ont la possibilité de rectifier au dernier moment. C'est les arrangeurs qu'il faut accuser. Il ne faut pas accuser les artistes. Parce qu'un artiste, c'est un artiste. Il y a une chanson par exemple qui a eu beaucoup de succès. Une chanson dans laquelle on dit l'araignée, il grimpe. Donc c'est une araignée. Donc vous imaginez les enfants chanter, on s'est dit, bah c'est au masculin. Alors que non. Bah, l'araignée, il grimpe. C'est nous, en ce moment, à Matin Bonheur, c'est nous qui sommes là. C'est comme ça qu'on dit? C'est nous qui? C'est nous qui sommes là. Ok. Maintenant, bon, c'est nous qui, c'est moi qui, c'est toi qui. C'est bon, c'est fait. Oui. Le son œil maintenant. Le son œil. Si vous regardez sur l'affiche, vous voyez que le son œil, nous l'épelons pour nos téléspectateurs, c'est un E, ensuite un U, un I et un L. On le fait parce que nos enfants qui passent aujourd'hui l'oral, ils auront à affronter la semaine prochaine la dictée question. Vous avez le son œil. Lorsqu'il vient après un C ou un G, automatiquement, il y a un changement. Il devient ici U, E, I, L, pour avoir le même son. Donc, du coup, on ne va plus le débuter par un E, mais plutôt par un U, ensuite un E, un I et un L. Nous avons par exemple recueil, un recueil, écueil, et puis quand on arrive par exemple à fauteuil, vous verrez que le E va revenir parce qu'il n'y a pas de C ni de G. Donc, on va se retrouver avec un E d'abord, ensuite le U, I, L. Ok. Le petit oncle. Cercueil aussi. Cette note-là, elle est triste. Mais bon, désolée.
Enfin. Ok, alors, quelques informations, quelques conseils pratiques hein, pour l'oral de français. Non, l'oral de français, on va attendre au moment où nos élèves de la terminale seront prêts à affronter l'oral du baccalauréat. Oui, mais avec les élèves de troisième, c'est l'anglais. Oui, le troisième, c'est l'anglais, mais déjà quelques prémices hein, de préparation à l'oral de français pour nos élèves de terminale, nos candidats de terminale. Quelques conseils vite fait. On va demander aux élèves de terminale d'abord s'imprégner de leur texte. Puisque en français, ce sont les textes. Au pluriel, texte au pluriel. Oui, les textes qu'ils auront à affronter à l'oral. Donc, il faut d'abord maîtriser les textes. Cela est primordial. En plus de maîtriser les textes, il y a la présentation du candidat lui-même. Pas parce que je vais à l'oral que je vais présenter une mine assez affreuse devant l'interrogateur. Il faudrait être propre, bien présenté. Si possible, pourquoi ne pas se mettre dans la tenue scolaire? Cela sera favorable. Et puis, une fois qu'on arrive, il faut se détacher du stress. Avec le stress, vous êtes capable d'oublier tout ce que vous avez appris durant 9 mois. Donc, se détacher du stress et puis dire que je joue la carte de mon avenir. Pourquoi pas ne pas donner, donc jouer le va-tout pour pouvoir faire preuve de attention à l'excès de confiance aussi. Hein. Il y en a qui sont tellement confiants qu'à la fin... Parce que l'excès de confiance, comme vous le dites, peut nuire. Donc il faut faire très attention, il faut savoir raison garder pour être lucide et puis affronter les choses paisiblement. Alors, Madame Inao, il nous revient de façon récurrente que, par exemple, pour l'oral de français, chaque prof a sa sensibilité. Par exemple, vous, Madame Inao, si vous lisez, par exemple, Le Petit Chose d'Alphonse Daudet, vous avez votre conception de ce livre. C'est Meursault, non, le personnage principalement, je ne sais pas même si mes souvenirs sont exacts. Alors, Meursault, nous sommes dans L'étranger. Dans L'étranger, pardon, de Camus. Dans Le Petit Chose d'Alphonse Daudet, L'étranger, tout ça, vous lisez, vous avez votre sensibilité. Alors, chaque professeur peut avoir sa sensibilité. Comment faire en sorte pour avoir un raisonnement qui puisse passer par toutes les sensibilités? Bien. Chaque professeur a sa sensibilité, mais il faut retenir une chose. Un professeur qui est retenu pour l'oral du baccalauréat, cela sous-entend qu'il a une notion des différents axes de lecture, puisque les enfants qui viennent à l'oral viennent avec leur fiche de suivi, signée par le professeur, sur lesquelles il y a l'axe d'étude. Donc, il faut se conformer. C'est vrai que vous avez votre lecture, votre vision de l'œuvre, mais il faut se conformer à l'axe de lecture pour ne pas dévier. Et de façon générale, vous pouvez interroger l'enfant sur le contenu de l'œuvre en parlant des personnages, de l'espace. Mais ce qui est de la conduite, le fil conducteur de l'œuvre, il faut se référer surtout à l'axe d'étude. C'est très important. Merci beaucoup, Madame Inao. Zappé Rachel, pour votre passage en ce 6-6-18. Je rappelle que c'est le code de cette émission de ce 6 juin 2018. La semaine prochaine, nous allons parler de... Nous allons essayer de parler de tâches. Et tâches, donc la tâche et la tâche. Nous allons revenir sur le mot salamandre. Parce qu'il y a certains qui l'emploient, qui disent une salamandre, un salamandre. Il faut faire la différence. Ok, merci beaucoup. Il faut faire la différence également entre Matin Bonheur et le journal qui va donner maintenant toutes les informations, les principales manchettes de l'info avec Maï Sako. À tout à l'heure. Sous l'égide du guide spirituel Cheikh Aïma Bouakari Fofana, président du COSIM, sous le patronage du ministre des Transports, M. Amadou Kone, la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire organise la 10e édition de la rupture du jeune au volant. Ce mercredi 6 juin 2018, à partir de 17h, à la place des taxis, 6 au carrefour du Zoo d'Abidjan. Transporteurs, conducteurs, acteurs du monde du transport routier, vous y êtes tous invités. MTN, everywhere you go.
Mesdames et messieurs, bonjour. Le mouvement de danse-nuage sur la mer pourrait apporter de la pluie sur le long du littoral au cours de la matinée. Par ailleurs, les régions de l'ouest et du nord-ouest pourraient observer un temps nuageux avec de la pluie. Le reste du pays restera partiellement nuageux. Température prévue pour la matinée, nous aurons 24 degrés à Abidjan comme à Adiaké, 25 degrés sur la ville de Bondoukou, 24 degrés à Boaké, 25 degrés à Daloa comme à Dibokro, Gagnoa 24 degrés, Korogo 25 degrés, il fera 23 degrés à Man, Odiéné 25 degrés, 24 degrés sur les villes de San Pedro, Sassandra, Etabou et Yamoussoukro 25 degrés. L'après-midi, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé sur la majeure partie du pays en début de période. Plus tard, sur les régions de l'ouest, d'ouest et du centre, on pourra observer la formation de cellules orageuses isolées suivies de pluie. Les régions forestières et côtières resteront nuageuses avec des moments de pluie, notamment dans la région du sud-ouest où ces pluies seront accompagnées d'orages. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 30 degrés à Abidjan, 30 degrés sur la ville d'Adiaké, Bondoukou 35 degrés, il fera 33 degrés à Boaké comme à Daloa, 35 degrés sur la ville de Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, le mercure affichera 35 à Korogo, 28 degrés sur la ville de Man, il fera 35 degrés à Odiéné, les villes de San Pedro, Sassandra et Tabo marqueront 30 degrés et Yamoussoukro 31 degrés. Très belle matinée à tous! MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6h30. Des experts internationaux sont en Côte d'Ivoire pour former les médecins, les pédiatres et les néphropédiatres africains à la prise en charge des maladies rénales de l'enfant. Car en Afrique, la néphrologie est très peu connue selon ces experts. C'est une initiative de l'Association internationale de néphrologie pédiatrique basée à New York en collaboration avec l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. La rencontre a eu lieu à Cocody lundi dernier. Ami Sissoko. Deux petits garçons en sciences d'hémodialyse. Ils ont 3 séances par semaine qui durent chacune 4 heures pour traiter leur insuffisance rénale. L'unité de néphrologie pédiatrique prend en charge 60 enfants par an. Cette unité logée au service de pédiatrie du CHU de Yopougon est unique en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une des rares unités en Afrique subsaharienne qui applique cette technique de l'hémodialyse de l'enfant. En Afrique centrale, en République démocratique du Congo, c'est maintenant qu'il commence la dialyse péritonéale chez l'enfant. Et au Bénin également, la dialyse de l'adulte est subventionnée par l'État de Côte d'Ivoire et ça coûte 1 750 pour l'adulte et 80 000 francs encore pour l'enfant où ce n'est pas subventionné. La néphrologie pédiatrique étudie les maladies des reins de l'enfant. C'est une discipline peu connue qui nécessite une formation à l'étranger pour les spécialistes ivoiriens. En 10 ans d'existence, l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon ne compte que 3 néphropédiatres. Un effectif insuffisant qui rend la prise en charge des malades difficile. L'opinion publique pense que la maladie rénale est une affection de la personne âgée et on ne pense pas que l'enfant peut être exposé. Aujourd'hui, c'est reconnu que c'est une maladie qui pose un problème de santé publique, mais qui se voit également depuis l'enfance. Et un enfant traité tôt et guéri ne sera jamais l'adulte qui va présenter une insuffisance rénale. Pour combler les besoins en formation, on a recours à des expertises internationales. Le Tichinko, au cours international de néphrologie pédiatrique, permettant de former infirmiers, médecins généralistes, chirurgiens, pédiatres, urologues et néphropédiatres. Le médecin prescrit la séance de dialyse, mais c'est l'infirmier qui est auprès du malade, qui touche à la machine, qui prépare la machine. Donc, il est important que nos infirmiers soient familiarisés à ces machines et aux techniques d'encadrement et de soins infirmiers du patient.
la formation de mise à niveau allie théorie et pratique. Ici, autour de leurs formateurs américains, français, italiens, libanais, marocains, sud-africains et espagnols, 125 praticiens ivoiriens et de 8 autres pays d'Afrique. On connaît presque tout et en temps réel. La différence, c'est la disponibilité, par exemple, d'expertise et ou de matériel. Donc, il faut apprendre, par exemple, à faire ce type de thérapie, même avec très peu de moyens, ou de moyens qui sont très pauvres. Cette coopération nous permet d'homogénéiser les prises en charge et puis de permettre à faire une dialyse péritonéale dans un pays qui ne se fait pas, une hémodialyse dans un pays qui ne se fait pas. Donc ça nous permet vraiment d'améliorer la prise en charge des enfants africains. 48 heures d'échange sur la pratique de la néphrologie pédiatrique en Afrique. Experts et apprenants le consacrent à mettre en place un nouveau protocole de prise en charge des pathologies des reins de l'enfant en Afrique. L'ancien protocole étant jugé trop occidental, loin donc des réalités africaines. Hier, mardi 5 juin, était célébrée la Journée mondiale de l'environnement avec pour thème « Combattre la pollution plastique » et comme slogan national 2018, « Une Côte d'Ivoire sans plastique, cela est possible ». En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu dans la commune du Plateau. C'était l'occasion pour le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable d'exhorter les populations à abandonner les sachets plastiques à usage unique, responsables de la pollution de nos océans. La transition de l'économie verte vers un modèle plus écologique est en marche. En Côte d'Ivoire, les actions pour une économie verte se multiplient. L'économie verte en général est liée à l'environnement, mais les activités qui la composent prêtent encore à confusion. Quels sont les différents secteurs et activités de ce nouveau concept? Que rapportent les activités de l'économie verte? Que fait l'État pour faire de ce concept une réalité? Autant de questions qui trouvent réponse dans ce dossier que je vous propose de suivre. Il est signé Nadia Eja et Cheikh Koni. C'est bon? C'est bon? Oui. 12 heures à Bobo-Belleville. Jean-Jacques Kobina et son équipe en maintenance de panneaux photovoltaïques. Un exercice qu'il effectue chaque trimestre sur ce site. Aujourd'hui, on est venu spécialement pour pratiquer la maintenance du système. La maintenance passe par quoi? Ça passe par le nettoyage des panneaux. On nettoie également les batteries et on s'assure aussi que le système est toujours opérationnel. Jean-Jacques fournit de l'énergie à cette pharmacie depuis 2 ans. Comme source d'alimentation, le soleil. Une ressource naturelle et non polluante pour l'environnement. En pratiquant cette activité écologique, il inscrit son entreprise dans le cadre de l'économie verte. Un modèle économique qui vise 3 finalités. La création d'emplois, la création de richesses et la préservation de l'environnement. Un autre pan privilégié de l'économie verte en Côte d'Ivoire, c'est le recyclage. Sylvain Kouakou est titulaire des masters en développement durable. Depuis 2016, il se consacre à la transformation de déchets organiques en engrais. On récupère les déchets qui nous intéressent, on les met dans un processus qui part d'abord d'une fermentation pour permettre à ces déchets-là de se décomposer, ensuite une maturation et après qui passe à l'étape de conditionnement pour avoir le produit final. Comme l'entreprise de Silver, plusieurs autres activités de recyclage se développent dans le pays. Elles sont pour la plupart dans l'informel. Emmanuel Yeo est chef d'une entreprise d'efficacité énergétique. Entendez, gestion de l'énergie dans le but de réduire le gaspillage d'électricité. Aujourd'hui, il installe son système sur cet immeuble. Avec ce coffret électrique intelligent, le système va simplement constater qu'il y a vacances, ils n'ont pas travaillé, qu'ils ne sont pas là. Et il va donc arrêter tout ce qui doit être arrêté, sauf ce qui doit fonctionner. Et là, on devient vraiment efficace. Nous avons fait des installations dans des immeubles. Et là, on a une économie annuelle d'environ 400 millions. Cet ingénieur a démarré son activité en 2011. Il réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA et emploie 40 personnes, dont 95% de jeunes. Fin de visite des sites. Une synthèse de ce nouveau concept avec un expert,
s'impose. Oui, normalement, tous les secteurs de l'économie sont potentiellement propices à l'économie verte. Il y a deux types d'activités en matière d'économie verte. Il y a ce qu'on appelle les éco-activités, qui sont des activités qui ont une finalité de protéger, de valoriser ou de restaurer l'environnement. Donc, par exemple, le secteur des déchets, donc le secteur de la valorisation des déchets est une éco-activité. Le secteur de l'assainissement des eaux usées est une éco-activité. Le secteur de la foresterie est une éco-activité. Ensuite, on a ce qu'on appelle les activités verdissantes. On parle d'écologisation des activités économiques classiques. Par exemple, on ne parlera plus d'agriculture tout court, on parlera d'agriculture durable, on ne parlera plus de transport tout court, on parlera du transport durable. L'économie verte est le vecteur pour arriver au développement durable. Pour ces entrepreneurs, le secteur regorge d'opportunités. Avant, nous sommes partis avec des quantités de 300 kg, de 500 kg au maximum que nous recevions par semaine. En ce moment, nous sommes installés à Yopougon sur une parcelle de 100 m². Mais là, en ce moment, nous sommes sur une parcelle de plus de 2000 m². Si pour ces acteurs, l'économie verte est une niche de richesse, ils ne sont pourtant pas les seuls bénéficiaires. Leurs clients aussi y trouvent leur compte. Il y a un net avantage sur la facture de courant. Là, je l'ai senti. Mais donc, on va dire que je suis quelqu'un d'assez sensibilisé à cela maintenant. Quand on regarde par rapport à l'ensemble de la facturation par le passé et aujourd'hui, on a quand même eu des gains, je dirais, assez significatifs. Autour de 30% d'économies réalisées sur l'ensemble des facturations. À ce jour, il n'existe pas de données quantitatives de cette économie. Toutefois, selon les statistiques du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, les investissements verts pourraient contribuer à l'augmentation du produit intérieur brut de 33% en 2030 et 66% en 2040, avec une réduction considérable du taux de chômage. Mais tout n'est pas rose dans ce secteur vert. Il y a le problème des financements que nous recherchons toujours. Il y a le caractère réfractaire aussi des planteurs sur le terrain. Et puis aussi, il y a les nombreuses contraintes liées à l'activité, des réglementations par-ci, par-là. Face à ces difficultés, des actions sont menées par l'État pour faire de ce concept une réalité. Le gouvernement a introduit justement la dimension économique verte dans la plupart des politiques, plans et programmes. Lorsqu'on prend le PND 2016-2020, il y a tout un produit entièrement consacré à l'économie verte. Lorsque vous prenez l'ensemble des codes qui existent, le code de l'électricité, il y a eu la loi de développement durable, dont le cadre institutionnel s'est renforcé pour pouvoir créer un cadre propice à la pratique de l'économie verte en Côte d'Ivoire. Un répertoire de métiers et filières verts est en cours d'élaboration et sera inséré dans les programmes universitaires. La Côte d'Ivoire bénéficie également du Fonds pour l'environnement mondial octroyé par la Banque mondiale. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été alloués au pays sur la période de 2014 à 2018 pour accompagner les projets de ce secteur d'avenir. Économie verte, un secteur pourvoyeur d'emplois, c'est un dossier de Nadia Edja et Cheikh Kone. À l'étranger, le régime éthiopien au pouvoir annonce la fin de son différend frontalier avec l'Érythrée. L'Éthiopie ouvre en outre plusieurs grandes entreprises publiques au capital privé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était hier en France, deuxième étape de sa tournée européenne. Il a rencontré le président français Emmanuel Macron, une rencontre où il a été notamment question de l'accord sur le nucléaire iranien et les activités de Téhéran au Moyen-Orient. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï. Merci beaucoup Maï. Bonne journée à vous. Merci. Alors Marco, la suite, c'est avec l'écologie, vous le savez. Hein. Oui. Hier, mardi 5, nous avons célébré la journée internationale de l'environnement. Et sur Matin Bonheur, chaque mercredi, c'est un peu la journée de l'environnement. Avec notre chronique écologie, nous nous efforçons de vous présenter les défis qui menacent l'environnement de la Côte d'Ivoire, surtout de vous présenter des solutions pour concilier le développement de notre pays et la protection de l'environnement.
Oui, mesdames et messieurs, force est de constater, très chers téléspectateurs, que l'industrie est l'un des premiers postes de pollution dans le monde. L'industrie est pourtant indispensable au développement humain, on ne le dira jamais assez, puisque c'est elle qui nous donne tous les produits de première nécessité dont nous avons besoin. Sans l'industrie, nous n'aurions pas ce matin tous les équipements, par exemple, pour vous présenter Matin Bonheur, caméra, micro, table, chaise, puis voilà, pupitre de réalisation, etc. Alors, comment, mesdames et messieurs, environnement et industrie sont-ils ennemis? Ça, c'est une grande question. Pour en parler, le thème de notre chronique aujourd'hui avec Cédric Lombardo sera « Objectif de développement durable, quel rôle pour l'industrie ivoirienne ?» Jingle. Alors, bonjour. Bonjour Nessie, bonjour Marcelin. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, comme alors, mercredi. Objectif de développement durable, quel rôle pour l'industrie ivoirienne? Mais avant, nous vous rappelons que, voilà, vous avez des choses à nous dire. Absolument. Déjà, la première chose, c'est que la répétition est très pédagogique. Il faut se rappeler ce que sont les objectifs de développement durable. Donc, en 2015, on en avait déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau, il y a eu 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés par tous les États membres des Nations Unies, dont la Côte d'Ivoire. 17 objectifs de développement durable avec 169 cibles. Et la question qu'on se pose éternellement, c'est comment arriver à faire en sorte que ces objectifs de développement durable arrivent à rentrer dans le pays. Et une des questions que l'on va se poser naturellement, c'est comment est-ce que l'industrie ivoirienne peut contribuer au développement durable. Puisque, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait vu la carte de la pollution sur la ville d'Abidjan, travaux de recherche faits par des chercheurs ivoiriens en collaboration avec des chercheurs français et des chercheurs du Bénin. Et on s'était rendu compte qu'on avait quand même parfois des seuils de pollution, notamment dus à des causes d'industrie et de transport assez importants. Alors, du coup, la question à se poser, c'est comment allons-nous changer cette industrie qui est un petit peu polluante pour arriver maintenant vers une industrie verte. Et tout à l'heure, on avait un très beau sujet dans le JT, l'économie verte. Donc, ça veut dire organiser la transition de l'industrie ivoirienne, qui avait des technologies un petit peu anciennes et un petit peu polluantes, vers une industrie qui soit aujourd'hui plus respectueuse de l'homme, plus respectueuse de l'environnement. Alors, Cédric, l'industrie, ce sont des machines qui produisent, on l'a dit il y a quelques secondes, ce dont nous avons besoin tous les jours dans nos activités humaines. Est-ce que l'environnement et l'industrie sont inconciliables? Comment, par exemple, le gouvernement prend-il en compte le développement durable dans le développement industriel de notre pays? C'est la très bonne question. Et ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, nous avions aussi une conférence qui était organisée par Bloomfield Investment, une conférence qui s'appelait Risque Pays. Et une des questions, il y avait un des panels qui était organisé, qui était justement Objectif de développement durable et développement de la Côte d'Ivoire. Et dans ce panel, on a assisté à la conférence avec un grand intérêt. Et puis il faut féliciter les gens qui organisent des rencontres de ce niveau-là, puisque on avait 3 ministres, on avait des directeurs généraux d'entreprises qui étaient présents, et on leur demandait justement développement économique, social, industrie, comment arriver un petit peu à faire avancer les choses. Et on a fait une captation de Monsieur le ministre de l'Environnement, et c'est le premier élément que nous allons vous présenter ce matin. Comment le ministre, excusez-moi, pas le ministre de l'Environnement, comment le ministre de l'Industrie et des Mines appréhende le développement durable. Vous le faites mieux que moi. Nous avons conçu en fait le PND 2016 à 2020, je veux dire autour des 17 ODD. Sur des sujets qui nous concernent, nous sommes, on pense, au niveau des ODD 8 et 9 pour ce qui concerne la croissance économique et également le développement industriel. Et la Côte d'Ivoire a mis en place en tout cas une politique industrielle qui est hardie et qui devrait permettre de tenir compte, je veux dire, de tout ce qui concerne la préservation de notre environnement. Et pour ce qui concerne l'industrie, nous avons intégré tout ce qui concerne le respect de l'environnement dans nos tests réglementaires. Au niveau du Code des investissements, pour tout ce qui est activité industrielle nouvelle, il est requis, je veux dire, aux opérateurs économiques de faire des études d'impact environnemental. Et sur la base de ces études d'impact environnemental, de pouvoir mettre en place en fait des plans de gestion de l'environnement. D'autres décisions ont été prises encore qui concernent tout ce qui concerne la décision d'interdiction de production de sachets plastiques non biodégradables pour ne pas en tout cas polluer l'environnement. Nous encourageons à ce qu'autour des zones industrielles, nous puissions même avoir des espaces boisés à le fait d'absorber en fait tout ce qui concerne en fait les émissions de gaz à effet de serre ou bien les émissions de CO2.
d'études d'impact environnemental, il nous parle de zones boisées autour de l'industrie. Vous qui êtes sur le terrain, qu'en est-il? Sur le terrain, donc, il faut regarder, oui, depuis 1992, on a un ministère de l'Environnement en Côte d'Ivoire. On a des obligations de faire des études d'impact environnemental, et justement pour que l'industrie soit moins polluante. Mais en même temps, si la semaine dernière, on vous montrait la carte de la pollution en Côte d'Ivoire, c'est que notre industrie reste quand même relativement polluante. Donc, il faut continuer ce travail-là et il faut le faire de manière beaucoup plus importante. Mais il faut aussi que l'industrie n'attende pas d'avoir l'obligation de faire des études d'impact environnemental pour se poser la question de la préservation de l'environnement. Point numéro 1. Le point numéro 2, c'était des zones boisées autour des zones industrielles. Bon, aujourd'hui, pour les zones industrielles qui existent, c'est pas possible. Tout est bâti, mais c'est une très bonne réflexion pour l'avenir. Mais le plus important, c'est qu'on a un Parlement qui vote des lois qui sont de très grande qualité, loi sur le développement durable, loi sur l'énergie. Il nous faut des décrets d'application. Et lorsque ces décrets d'application sont votés, malheureusement ça prend un petit peu de temps, il faut s'assurer que l'industrie soit en mesure de les appliquer. C'est ça la clé. C'est très bien tout ça, mais je suis un opérateur industriel. Comment je fais pour prendre en compte les objectifs de développement durable? Alors, toujours dans cette conférence, on avait une intervention de la CIE. Donc là, vous allez voir le directeur général adjoint de la CIE, chargé donc uniquement des aspects de finance, logistique, etc. Et il va vous montrer comment la CIE prend en compte les 17 objectifs de développement durable dans son plan stratégique. C'est le deuxième élément vidéo de ce matin. Donc, lorsque les ODD sont parus en 2015, nous avons fait une espèce de revue de l'ensemble des 17 objectifs de développement durable et des 169 cibles. Hein, c'était un gros travail. On l'a vu au regard de notre politique et stratégie, de nos exigences de métier, bien sûr, et de son modèle managérial, afin de pouvoir en faire un plan, définir un plan de développement durable. Et ce que je peux vous dire, dans quelques semaines, nous allons présenter notre 5e rapport de développement durable. Et vous aurez dans ce rapport de développement durable ce croisement de nos indicateurs de RSE avec cette grille d'analyse d'objectifs de développement durable. Et sur ces objectifs de développement durable, sur les 17, il y en a 12 qui nous concernent directement. Sur les 12, il y en a 7 qui sont prioritaires. L'accès à l'électricité, la CIE, depuis 2014, a proposé, et ça a été mis en œuvre au gouvernement, un plan pour favoriser l'accès à l'électricité des populations sociales à faible revenu. Ce plan a été mis en œuvre en 2015 et il est en cours. Nous avons pu brancher plus de 400 000 clients de ménages grâce à un programme d'accès à l'électricité avec un paiement à tempérament. Et je salue l'appui de la Banque mondiale, puisqu'on a commencé au 4e trimestre des premiers programmes financés par la Banque mondiale. Et l'objectif, c'est d'en faire encore 500 000 d'ici 2020. Et ça, je pense que c'est un changement réel pour les populations, parce qu'on voit bien dans les rapports, et le ministre en a parlé, l'impact social d'avoir l'électricité, pas seulement devant la maison, mais dans la maison. On a envie de dire, hein, Cédric, la fameuse chanson, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire paroles, les paroles, les paroles? Est-ce que ce ne sont pas de belles paroles que nous entendons de la part de la CIE? Quels sont les actes concrets? De la part de la CIE, déjà, moi, c'est vraiment une des entreprises en Côte d'Ivoire que j'aime le plus dans la démarche développement durable. Déjà, il faudrait rappeler qu'en 1984, on avait eu la grande sécheresse et c'était les premières opérations de délestage. On parlait de courant Lambert à cette époque-là. 1984. Oui, j'étais né, j'étais là. et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est à cause de cette grande sécheresse, on a eu beaucoup de difficultés économiques dans l'électricité en Côte d'Ivoire. On a dû acheter des turbines à gaz pour la première fois dans le mix énergétique de Côte d'Ivoire. Et ce qui fait que et on a créé en 1991 la CIE. Et donc la prise en compte de l'environnement a toujours été très présente dans la démarche, en tout cas de cette entreprise. Et quand vous regardez la CIE en Côte d'Ivoire, vous avez quand même une entreprise qui est certifiée qualité, sécurité, environnement sur tout le pôle. Donc on a la production, le transport et les mouvements d'électricité. Donc il y a des actes concrets qui sont posés pour le respect de l'environnement. Et l'objectif du développement durable numéro 7 vise à l'accès à l'électricité pour tous. Oui. Est-ce que cela est possible? Alors cela est possible et d'ailleurs c'est un des autres grands enseignements de la Côte d'Ivoire ces dernières années. C'est un peu ce que disait tout à l'heure le représentant de la CIE. On avait besoin d'accélérer l'accès à l'électricité. Et donc ce qu'ils ont fait, ils ont identifié, la CIE a identifié quels étaient l'ensemble des freins de l'accès à l'électricité et notamment un des grands freins c'était le coût de l'accès au compteur, comment arriver à se payer ce compteur. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont identifié plusieurs innovations à apporter parce que aller vers un développement durable c'est innover dans les modèles de l'entreprise.
entreprises. Alors la première innovation, c'était d'introduire le compteur à prépaiement. La deuxième innovation, c'était de se dire il faut qu'on arrive à préfinancer finalement pour le compte de l'utilisateur le prix du compteur. Donc ils ont mis en marche un compteur accessible pour 1000 francs CFA. Ou un petit peu plus, je ne me souviens plus. Mais donc, puisque le compteur a été rendu maintenant accessible, c'est grâce à ce compteur à prépaiement que les personnes ont pu payer à chaque fois qu'ils réglaient leur facture d'électricité progressivement le remboursement du compteur. Et le compteur, finalement, maintenant est préfinancé par la CIE et il sera remboursé pratiquement sur une dizaine d'années. Donc ça a été mis en place, identifié par la CIE, qui a été proposé au gouvernement, et l'alliance de ces deux acteurs, l'État ivoirien et la compagnie ivoirienne de l'électricité, a permis de lancer le programme PEPT. 400 000 personnes ont été raccordées entre 2015 et aujourd'hui. Et finalement, il y a un objectif de raccorder 1 million de foyers d'ici 2020. Et quand on voit les résultats sur le terrain, on se dit que oui, c'est une possibilité concrète. Mais comme le disait aussi l'intervenant, il ne suffit pas simplement de voir que l'électricité passe devant sa maison, il faut aller beaucoup plus loin. Nous avons 80% des Ivoiriens qui vivent devant le réseau électrique, mais seuls 40% sont raccordés. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Absolument. Et on encourage l'État et on encourage la CIE. Beaucoup de travail également à faire dans un autre secteur industriel important pour notre pays, c'est l'agriculture. Alors, comment les objectifs de développement durable sont pris en compte au niveau de l'agriculture, mamelle nourricière de notre pays? Absolument. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On ne le dira jamais assez. Donc, ici, ce que nous avons, c'est le troisième élément vidéo de ce matin. Et toujours dans le cadre de cette conférence pays qui avait été organisée par Bloomfield Investment, vous allez entendre le directeur, enfin un des responsables de Olam, qui va s'exprimer sur la thématique agriculture et développement durable. Dans le développement durable aussi, une des questions clés, c'est les revenus en fait. Lorsqu'on augmente les revenus, on permet d'augmenter l'accès aux soins, l'accès à l'éducation. Donc c'est l'un des premiers objectifs en fait du développement durable, c'est accroître les revenus des planteurs. Et en Côte d'Ivoire, on a réussi à le faire pendant près de 40 ans parce qu'on a permis aux petits planteurs d'avoir 2-3 hectares, de travailler pour eux-mêmes. Plutôt que d'être salarié d'une grande entreprise qui allait avoir des 20 000 ou 30 000 hectares comme concession. Donc aujourd'hui, l'agriculture en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est plus de 20% du PIB, c'est plus de 50% des recettes d'exportation, c'est près de 2/3 des emplois et des ressources des populations en fait. Donc c'est vraiment au cœur de la problématique qu'on a aujourd'hui. On ne pourra pas avoir d'industrialisation en Côte d'Ivoire sans agro-industrie. Et l'un des éléments aussi déterminants dans la réduction de l'empreinte environnementale, c'est l'utilisation de la biomasse à partir des déchets agricoles. Et on utilise les déchets d'huile de palme et de bois de caoutchouc pour créer de l'énergie. Nous-mêmes, par exemple, dans notre usine de cacao à San Pedro, on utilise les déchets des coques de cacao comme source d'énergie, en fait. Donc je pense que ce mix d'utilisation d'engrais naturels et d'utilisation de déchets pour la biomasse permet aussi de réduire l'empreinte environnementale de nos activités agricoles. Voilà, l'intervenant parlait là de biomasse. Biomasse, ça revenait à chaque fois. C'est quoi exactement? Alors, la biomasse électricité, c'est une merveilleuse technologie. De toute façon, c'est simple. Vous prenez une cabosse de cacao ou n'importe quel déchet agricole en Côte d'Ivoire, vous le brûlez, vous avez de la chaleur. Vous mettez de l'eau à côté de cette chaleur, vous avez de la vapeur. Si vous avez une turbine, la vapeur va entraîner la turbine et avec cette turbine, vous produisez de l'électricité. Ça veut dire que théoriquement, tous nos parents planteurs en Côte d'Ivoire sont des fournisseurs de combustible pour l'électricité en Côte d'Ivoire. Et en plus, quand on regarde le cas de San Pedro, qui est justement le premier port d'exportation du cacao en Côte d'Ivoire, si toutes ces fèves sèches de cacao arrivent au port de San Pedro, ça veut dire qu'on doit aussi pouvoir collecter et transporter les cabosses broyées et en faire un combustible. Et c'est beaucoup plus intelligent, me semble-t-il, que de proposer, comme malheureusement c'est fait en ce moment, une centrale à charbon à San Pedro. Charbon minéral. La Côte d'Ivoire ne produit pas de charbon minéral, donc on va importer ce charbon minéral. Par contre, la Côte d'Ivoire produit beaucoup de déchets agricoles, qui est une source potentielle pour l'électricité, d'où la biomasse électricité. Alors, agriculture, environnement, n'y a-t-il pas de propositions à faire aussi aux agriculteurs eux-mêmes pour mieux prendre en compte l'environnement? Alors absolument, là on avait une intervention qui était surtout centrée sur le fait qu'on a un modèle en Côte d'Ivoire qui arrive à associer les plantations industrielles et les plantations villageoises, donc un partage des revenus entre l'industrie et l'agriculture. Naturellement, il faut féliciter ce choix qui a été fait dès 1965 par le président Houphouët-Boigny avec l'organisation de l'industrie du palmier à huile en Côte d'Ivoire, et après on a vu d'autres bénéfices
utilise dans d'autres secteurs industriels. Par contre, ce qui est important aussi, c'est qu'on sait maintenant que la solution de l'agriculture chimique n'est pas forcément une des meilleures solutions. Et donc, on a, dans le cadre de l'économie verte, on a aussi d'autres stratégies à proposer aujourd'hui, des stratégies qui vont reposer sur la fertilisation des sols grâce à des engrais organiques. Et finalement, un engrais organique, ça veut dire, ça nos parents planteurs le savent très bien, quand on fait du compost, on prend des déchets végétaux, on met un petit peu de fiente de poulet, on prend un peu de caca de bœuf, comme on dit sur le terrain, et puis on mélange tout ça, ça fait du compost, et si on le fait de manière assez intelligente, on enrichit nos sols. Maintenant, ça c'est pour la fertilisation, il y a une stratégie artisanale qui est le compost, mais aussi il y a une stratégie industrielle qui est la production de biofertilisants, et ça commence à arriver en Côte d'Ivoire. Maintenant, la deuxième question, c'est aussi de voir les stratégies de phytosanitaire, c'est-à-dire comment lutter contre les maladies, contre les nuisibles dans le monde de l'agriculture. Et là aussi, maintenant, ce qui est important, c'est d'identifier les technologies qui existent. On ne faisait pas ça avant parce que la chimie était la solution qu'on a utilisée après la Seconde Guerre mondiale. Mais la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a très longtemps. De nouveau, on est en 2018 et bientôt en 2020. Il faut identifier tout ce qui existe à l'international et surtout expliquer à nos parents planteurs, les former, les accompagner pour mettre en œuvre des itinéraires techniques agricoles innovants, basés sur l'environnement et non pas la destruction de l'environnement. Comme quoi l'espoir est permis. L'espoir est toujours permis. Si on s'y prend très tôt, et puis de nouveau, on n'a pas le choix, on connaît les impacts du changement climatique. Le vrai problème du développement durable, c'est qu'on connaît les solutions, mais qu'on ne les met pas en œuvre. Mettons-les en œuvre. Merci beaucoup. Et ça, c'est surtout le grand problème, la mise en œuvre. C'est là où il y a beaucoup de soucis dans nos pays en voie de développement, mais gageons qu'avec toute cette sensibilisation, tout ce que nous faisons pour attirer l'attention, un jour, ça va payer certainement. Merci beaucoup, Cédric. Merci. À la semaine prochaine. Et le thème, ce sera électricité. Électricité. Il y aura de l'électricité dans l'air, mais de façon positive, rassurez-vous. La pub, et on se retrouve juste après pour le dernier élan, le dernier G de cette émission. C'est bien sûr avec Madame Nguessan Bernadette qui nous parlera bien sûr de comment prévenir la fugue chez l'enfant. Vous le savez, le mercredi, c'est famille. À tout à l'heure. Sous la présidence et la présence effective de Mme Dominique Ouattara, Première Dame et présidente de la Fondation Children of Africa, se tiendra à Soubré ce jeudi 7 juin 2018 à partir de 9 h la cérémonie d'inauguration du centre d'accueil pour enfants victimes de traite, d'exploitation et de travail des enfants réalisé par la Fondation Children of Africa. Tous ensemble, agissons contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Children of Africa, un autre avenir pour les enfants d'Afrique. Infoline 22 48 03 03. Mais voilà, nous sommes de retour. Matin Bonheur, et Marco l'a dit, c'est la toute dernière étape avant de refermer cette émission. Et aujourd'hui, avec Madame Asso Nguessan, on parle de comment prévenir les fugues chez les enfants. Mais avant de commencer notre échange avec elle, regardons ensemble ce petit résumé. La fugue est un départ inattendu du domicile, souvent sans but précis et généralement de courte durée chez le jeune enfant et parfois plus longue chez l'adolescent. La fugue est brutale et les raisons de fuguer sont multiples. Un enfant qui fugue, c'est un enfant qui sort sans dire à ses parents. Si à la maison l'enfant n'est pas tranquille, s'il est maltraité, il va sortir sans dire au revoir à ses parents. Un enfant qui n'a pas la liberté aussi, c'est pas bien. Donc ça va pousser cet enfant à sortir sans dire au revoir à ses parents. Et d'autres aussi, ça dépend de l'environnement. Que les enfants fuguent parce que souvent à la maison où ils sont, peut-être qu'ils n'arrivent pas à se faire comprendre par les parents. Et il y a des actes qu'ils veulent poser, mais peut-être sûrement qui sont interdits par les parents. Donc ils voient un peu comme une sorte, ils ne sont pas libres au fait. Donc ils se disent que je suis là, je ne suis pas libre, je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à être épanoui, à faire ce que je veux faire et je ne suis pas compris. Donc quand c'est comme ça, l'enfant se dit peut-être qu'il est préférable pour moi de partir, de m'en aller pour que, aller ailleurs ou peut-être que je serai libre de faire ce que je veux. La fugue crée toujours une rupture avec l'environnement familial. Le jeune en errance s'expose à des dangers.
à mon niveau, je crois que ce n'est pas la bonne solution parce que le fait de partir n'est pas facile. Parce que quand tu pars, il faut être prêt à assumer les dépenses, les conséquences qui vont arriver. Quand tu vas partir, tu es livré à toi-même. Et tout ce qui va t'arriver, tu dois être à mesure de gérer tout ça. Et là, pour un enfant, ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Et cela peut amener l'enfant à faire d'autres choses vraiment qui ne sont pas décentes pour, je peux dire, pour subvenir à ses besoins. Et ça peut amener l'enfant vraiment à emprunter des chemins vraiment pas intéressants. Pression parentale, conflits familiaux ou encore quête d'aventure et de liberté, la fugue a traversé les époques. J'ai fugué parce que celle qui m'a élevé ne s'est pas occupée de moi. Et puis d'abord j'étais chez mon père où j'ai été même chassé de la maison. Moi. Mais étant jeune en ce moment, je devais avoir moins 7 ans, 8 ans. Là c'était à Diaké, c'était pas à Abidjan, ici c'était à Diaké. Bon, mais après, je me suis ressaisi. J'ai fugué une fois parce que je devais rentrer avant 22h. Elle a été restée d'ailleurs chez un ami jusqu'à 22h. J'arrive, le portail était fermé. Et il ne savait pas comment rentrer pour ne pas déranger aussi parce qu'il savait déjà qu'il ne fallait pas rentrer après ces heures-là. Étant même au collège, on avait une voisine, une jeune fille qui était notre voisine juste d'à côté, qui vivait avec son copain. Bon, franchement, on ne savait pas qu'elle avait fugué de la maison. Et c'est un jour comme ça que sa mère a débarqué et elle cherchait sa fille. Et elle est venue et vraiment, on ne sait pas si on lui a indiqué l'endroit, mais quand elle est venue, elle a retrouvé sa fille. Et quand elle a retrouvé sa fille, franchement, ça n'a pas été intéressant parce que sa mère était déçue. Et elle a commencé à expliquer pourquoi sa fille était là. Et c'est en cela qu'on a tous compris que la fille n'était pas là comme ça et qu'elle avait fugué de la maison. Et franchement... Et ce qui vraiment nous a plu, c'est que la fille a reconnu son tort et elle s'est excusée auprès de sa mère et elle est repartie avec sa mère ce jour-là. Les fugues sont pratiquement toujours faites sur un coup de tête. Elles engendrent ainsi un soulagement pour l'adolescent, soulagement qui très vite s'avère être un piège, car difficile de faire machine arrière et de rentrer à la maison. Malgré tout, la fugue est un appel au secours, une alerte adressée aux parents pour leur dire « je ne vais pas bien ». Et enfin, l'enjeu après une fugue reste l'épineuse question « comment rétablir le dialogue ?» On ne le dira jamais assez, mesdames et messieurs, l'adolescence est bien l'âge de la revendication d'autonomie et du souhait de se détacher des parents pour mieux se construire. Et donc, la fugue, parfois, à tort ou à raison, en tout cas, peut constituer une alternative. Et c'est là où intervient notre spécialiste, Madame Guessan, pour nous parler un peu de tout ce qui rythme la fugue. D'abord, concrètement, pour emboîter le pas, pour enfin suivre ce qu'on a vu, c'est quoi concrètement la vie de la professionnelle? La fugue, c'est quoi au juste? Merci, Monsieur Govoy. C'est juste dire que c'est un départ volontaire de son domicile, généralement du domicile, par une personne, parce que la fugue ne concerne pas, nous disons fugue, parce qu'il s'agit peut-être de personnes plus jeunes, mais des personnes bien plus âgées peuvent partir aussi volontairement de la maison. Cela arrive de façon donc soudaine. Et puis, sans prévenir personne, on s'éloigne donc de la maison pour une durée qui peut varier de quelques heures à des jours et voire des semaines, même des mois. C'est cela la fugue. Aujourd'hui, on parle de la fugue chez l'enfant. Mais à quel âge l'enfant peut commencer à fuguer? La fugue peut arriver plus tôt. Dès que l'enfant sait marcher, mais avant un certain âge de prise de conscience, parce que quand on parle de volontairement, cela veut dire que la personne a conscience de ce qu'elle fait. Donc la prise de conscience de ce que je vais faire, je vais poser cet acte-là, peut-être après 7 ans, on connaît son domicile, on sait où on habite, on connaît les règles qui régissent la maison. En ce moment-là, quand on sort de la maison sans dire à qui que ce soit là où on va, ou même on peut dire je vais chez le voisin juste à côté, mais à la vérité, c'est juste le mot de passe pour pouvoir sortir de la maison et puis on change de destination. Donc c'est après 7 ans qu'on peut parler de fugue véritablement en ce qui concerne l'enfant. Avant cela, ça peut être du fait simplement parce que la personne, l'enfant est perdu, ne se retrouve pas, c'est pas volontaire, l'enfant ne se retrouve pas, son schéma géographique n'est pas encore et spatial n'est pas encore
bien établi dans son système de développement, dans sa maturation, et donc peut sortir de la maison et puis ne pas se retrouver peut-être la maison qui ressemble à ou quelque chose comme ça. Voilà. On dit souvent que la fugue est la réponse particulière des adolescents à leur mal-être. Et on parle souvent, il y a deux types de fugues qui reviennent constamment, la fugue colère ou la fugue préméditée. Oui, c'est toujours consécutif à quelque chose. Hein. Un enfant, en dehors des situations pathologiques où la personne décide donc, parce que sa personnalité dans son processus de maturation n'a pas véritablement atteint le niveau de développement qu'il devrait atteindre au point de vue socialisation, et qu'il a dévié dans son processus de socialisation et donc va donc à utiliser la fugue comme un mode d'expression. Nous ne parlons pas de ce cas-là qu'il faut traiter véritablement avec beaucoup de munitions. Mais l'adolescent, justement, dans son développement naturel, de ce que l'adolescence même est caractérisée par une succession de crises et donc de mal-être, l'enfant donc peut avoir à fuguer, soit parce que justement pour exprimer son mal-être, l'environnement dans lequel il est trop contraignant parce qu'il n'aime pas l'interdit, et ça il faut regarder de très près sa personnalité, parce que toute la société est gouvernée, est régie par des interdits. Donc si dès tout petit on n'aime pas les interdits, il faut regarder ça de très près. On est en train de rentrer dans une forme pathologique et qui sera difficile après. Ce sera des grands délinquants ou des choses comme ça. Il faut regarder la personnalité de l'enfant. Quand on parle de fugue préméditée, est-ce qu'il y a des petits signes? Ah oui, bien sûr que... on peut décrypter. En fait, déjà, parlons de l'environnement. Il y a toujours un élément dans l'environnement qui fait que l'enfant a envie de s'échapper de cet environnement-là. Donc, il faut véritablement observer son enfant. Il faut être complice avec son enfant. De telle sorte que la moindre alerte de malaise ou de mal-être vous permet de savoir que la réponse normale à cette présence, à ce qui l'oppresse et à ce qui propose donc, son mal-être, peut l'emmener à fuguer. Tout parent doit se dire, à un moment donné, mon enfant peut fuguer, peut partir de la maison. Donc, il faut regarder donc, les conditions d'existence et les conditions de vie de l'enfant. Dans l'élément, il y a eu plusieurs choses qui ont été dites. La maltraitance, le malaise ou le mal-être dans la maison, l'abandon. Bon, ça peut être une situation de famille recomposée où il ne retrouve pas sa place dans la famille. Il ne se sent pas affectivement intéressant pour son entourage. Et il envoie des signaux, mais personne ne fait attention à ces signaux-là. Donc, toutes ces choses réunies peuvent entraîner donc, la fugue. La fugue, donc, en termes de je suis en détresse, je suis malade, je ne me sens pas bien, aidez-moi, comme un appel au secours, mais la fugue juste pour échapper un temps soit peu à ce qui l'oppresse, à ce qui le stresse ou à ce qui le dérange dans l'environnement immédiat. Mais il y a des enfants qui vivent dans de bonnes familles, où il y a une très bonne ambiance, mais ils sont influencés par leurs amis dehors. Oui, bien sûr. Quand nous parlons d'environnement, c'est l'environnement familial et l'environnement tout autour, avec les amis, avec l'école et tout cela. N'oublions pas qu'à un moment donné, dans l'adolescence ou dans le processus de maturation donc de tout individu, surtout pour les jeunes garçons, cela existe aussi pour les jeunes filles, on rentre dans des situations de bande, et dans les bandes, il y a des moments d'initiation pour entrer dans la bande, pour avoir son nom dans la bande. Et donc, toutes ces choses autour de l'enfant vont l'amener un jour ou l'autre à fuguer, à observer donc ce moment-là. En milieu urbain, par exemple, chez les jeunes entre 12 et 17 ans, la fugue est de mise avec un maximum entre 14 et 16 ans. Et dans 80% des cas, l'adolescent fugueur réintègre son domicile dans les 48 heures. Et puis, une donnée qui nous a inquiétés, c'est que 2 fugueurs sur 3 sont des fugueuses. Oui. Malheureusement, peut-être de plus en plus. Parce que dans l'éducation traditionnelle, une femme, une jeune fille ne peut même pas se permettre cet écart-là. C'est l'occidentalisation et l'urbanisation de la société qui fait que la jeune fille, avec tous les droits qu'on lui donne et qui sont parfois mal expliquées et mal comprises, donc se dit, moi je peux faire ci, je peux faire ça. Et donc malheureusement, nous en arrivons à ce chiffre-là.
Mais que ce soit une jeune fille ou que ce soit un jeune garçon, les dangers sont pareils pour tout le monde et bien plus encore pour la jeune fille qui choisit de fuguer. C'est vrai que c'est une façon de répondre ou de donner l'alerte à son mal-être, mais parfois ça peut procéder de la personnalité de l'adolescent qui est en train de se construire. Nous disions tantôt que si un adolescent commence déjà même tout jeune, ça c'est un caractère qu'on voit déjà tout jeune. Quand on dit à l'enfant, ce n'est pas l'enfant qui est têtu, qui veut découvrir, hein, et donc qui essaie de toucher à tout, même aux interdits. Il ne s'agit pas de cela, parce que cela procède donc de son développement et ça participe à la construction de sa personnalité. Mais vous allez vous rendre compte très vite quand vous regardez votre enfant, quand vous l'observez, de ce que il est automatiquement une réaction particulière par rapport à tout ce qui est interdit. Il y a déjà la réaction corporelle, pour dire la manifestation, pour dire je n'adhère pas à cela, je ne veux pas suivre cette règle. Dès la plus jeune enfance, vous vous rendez compte de cela. Quand l'enfant est un peu trop boudeur? Peut-être pas forcément boudeur, mais... Trop dans son coin? Pas nécessairement, mais il a une réaction face à l'interdiction. Un rebelle? La rébellion. Ce n'est pas celui qui va, en essayant d'enfreindre la loi ou la règle, qui va vous observer, qui va regarder le moment d'inattention pour passer à l'acte. Non, il ne s'agit pas de cela, mais il va manifester, l'enfant va manifester déjà un mécontentement avec une mimique qui l'accompagne pour dire que je n'adhère pas à cet interdit-là. Et donc, froidement, va aller donc à cette interdiction-là. Donc vous allez observer cela tout au long du développement de cet enfant-là. Attention, c'est un délinquant qui se prépare et la délinquance multiforme à plusieurs niveaux. Et donc si vous n'agissez pas dès maintenant en tant que parent, vous allez vous retrouver avec un enfant qui va fuguer. Mais non seulement il va fuguer à répétition et de façon répétée pendant longtemps dans sa vie, mais peut vous ramener à la maison ses compagnons de fugue pour des choses qui ne seront pas toujours les bonnes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des fugues salvatrices? Je veux dire, parfois, des fois aussi, il y a des fugues que d'aucuns seraient tentés de qualifier de fugues salvatrices. Le père est un alcoolique notoire, la mère travaille dans un maquis, on ne la voit jamais la journée. Voilà, l'enfant est livré à lui-même, il n'a pas de repères, les tontons sont lointains et l'enfant fugue. À qui la faute? Bon, ce tableau ainsi présenté des parents, si l'enfant fait une fugue, elle n'est pas salvatrice. C'est l'expression de son mal-être, la fuite en avant de quelque chose qui se passe à sa maison, de ce qu'il est complètement abandonné. Mais la fugue salvatrice pourrait être une situation de parents séparés. Dans une situation de parents séparés, l'enfant se retrouve donc avec le parent avec lequel il se sent le moins à l'aise. Naturellement, il aura toujours tendance à vouloir échapper à cela pour se retrouver dans l'environnement qui lui sied le mieux. Donc, retrouver le parent avec lequel il se sent le mieux. Ça peut être une procédure judiciaire. Fort heureusement, ces choses ne sont pas encore monnaie courante en Côte d'Ivoire et c'est encore heureux de ce qu'on ne sépare pas les enfants, on n'enlève pas aux parents pour les placer dans des familles d'accueil ou en institution. Ces choses-là peuvent provoquer donc des fugues. L'enfant ne se sent pas bien dans l'institution, ne se sent pas bien dans la famille d'accueil, donc va échapper à cela pour rejoindre un parent où il se sent bien. Donc c'est pour se sauver. Il sort de l'institution, il sort de la maison de placement pour se retrouver avec le parent avec lequel il se sent le plus à l'aise. Donc, dans ces conditions-là, on peut dire que c'est salvateur puisqu'il sauve d'une certaine façon sa vie de peut-être la structure angoissante dans laquelle on l'a placé sans son consentement. Et l'enfant est parti? L'enfant est parti. Il est revenu. Oui. Comment réagir face à cela? Alors, s'il est revenu par lui-même, la meilleure approche, ça, on dira, ça c'est la manière occidentale de vouloir aborder la question. Mais un enfant qui fugue et qui revient par lui-même, il faut l'accueillir. Il était perdu, je l'ai retrouvé. D'accord? C'est la formule. Donc, si vous retrouvez quelque chose que vous avez perdu, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes normalement, c'est un soulagement. Donc, il faut l'accueillir avec amour, beaucoup d'amour. Et essayer de comprendre avec lui qu'est-ce qui l'a amené à partir et à revenir aussi, parce qu'il pouvait... Quand vous parlez en Occident ou ici? Non, ici. Chez nous, en Afrique, ici, l'enfant vient. Vous imaginez ce qui j'imagine aisément ce qu'il attend, mais c'est pour cela que j'ai dit
Quand nous perdons quelque chose, un enfant qui est parti, c'est quelque chose que nous avons perdu. Non pas quelque chose en tant que quelque chose, mais c'est une personne aimée. C'est une partie de nous. C'est une partie de nous qui est partie, qui est perdue et qui revient. Donc, quand on est heureux d'avoir, ne serait-ce que retrouver sa paire de lunettes qui est partie, qu'on a déposé quelque part, ou peut-être qu'un enfant a pris et il ne sait pas où on l'a déposé, et qu'on retrouve cette paire de lunettes, on est soulagé d'avoir retrouvé cette paire de lunettes. Donc l'attitude, c'est le soulagement, on est heureux. Donc, du fait d'être heureux de ce que la chose perdue est revenue, que ce soit votre enfant, celui qui est sous votre responsabilité, qui est parti et qui est revenu, la bonne attitude serait donc de l'accueillir avec amour et de lui parler avec amour pour comprendre cela et ne pas l'obliger à recommencer, c'est de l'écouter. Mais si vous l'accueillez avec les bâtons, les injures et tout ce que nous savons qui sont ce que de façon première nous faisons, les cris et tout cela, ben, vous l'encouragez à partir et peut-être à ne plus revenir et vous ne saurez pas où cet enfant est parti parce que vous n'avez pas pris la peine de savoir la première fois où est-ce qu'il est allé se cacher. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Ne pas culpabiliser et moins encore blâmer. La fugue est le signe d'un malaise, mais aussi d'une affirmation de l'adulte naissant. Toute attitude qui renverrait l'ado à son statut d'enfant serait contre-productive. L'enfant arrive, il ne faut pas l'accuser, l'accabler, le punir. Parce que dans la fugue aussi, il y a une certaine dose de courage. C'est le processus de développement normal dans le processus de la maturation, de la construction de la personnalité. Donc, ces choses peuvent arriver, les parents doivent le savoir. Mais quand cela arrive, il ne s'agit pas de paniquer. Et si l'enfant revient par lui-même, il faut... Ne disons pas qu'il faut aller l'embrasser en disant « Ah, c'est très bien ce que tu as fait » et tout cela. Non, cela n'est pas cela. Il y a le signe manifeste de ce qu'on n'est pas content, de ce que le regard suffisant, en le regardant de cette façon-là. Quand je vous regarde comme ça, de cette façon-là, vous savez que c'est la manifestation de ce que je ne suis pas contente. Et donc, l'enfant sait d'abord que c'est un interdit qu'il a enfreint, qu'il a balancé. Et donc, il se sent déjà assez mal. Donc, en entrant, il faut lui dire gentiment, on en parlera plus tard, mais viens, lave-toi, mange, fais ceci et Combien de parents qui ont ce sang-froid? Et donc, c'est ce que nous disons, parce que les conséquences après, quand vous avez commencé à battre l'enfant ou quand vous avez commencé à lui lancer des paroles blessantes, encore plus blessantes que ce qui a fait fuir, vous en rajoutez et vous donnez encore davantage de raisons de partir et de ne pas revenir. Et si malgré cette attitude-là, l'enfant persiste, il fugue à nouveau? Alors nous disons qu'il faut regarder ça de très près. Ça, nous parlons donc de la prédélinquance. Il faut donc agir en l'envoyant se faire aider et comprendre ce qui se passe à son niveau pour que la fugue soit un moyen d'expression pour cet enfant-là. Il faut donc déjà alerter et pouvoir l'amener pour faire suivre. Si l'enfant n'est pas revenu par lui-même et que vous êtes allé le chercher, au moment où vous le retrouvez, au moment où vous l'identifiez pour le retrouver, il ne s'agira pas d'y aller avec un bâton comme si vous chassez la souris de votre maison. C'est une personne qui est en souffrance, qui est partie. Essayez donc dans l'amour toujours, qui est la meilleure expression, la meilleure façon de réprimander. C'est je sais que j'ai enfreint la loi. Parce que l'enfant qui fugue sait que c'est interdit. Mais il a utilisé ce mot-là. Et en revenant, vous l'accueillez avec l'amour. C'est la meilleure des punitions. Chers parents. Oui. C'est la meilleure. Parce qu'il ne s'attend pas à ça. Il s'attend à des remontrances. Et là, il est déphasé. Il est complètement coupé de l'élément qui va vous l'encourager. Ça ne pourrait pas l'encourager. Lui dire, de toutes les façons, si je reviens, ils vont bien m'accueillir. Ils vont bien m'accueillir. Mais après l'avoir bien accueilli, il y a ce que vous allez dire dans l'éducation pour dire, attention, en faisant cela, peut-être que tu n'as pas suffisamment réfléchi en le faisant, mais nous, ça nous a causé, voilà ce que ça nous a causé. Aux autres enfants qui sont dans la maison, à nous-mêmes parents, nous avons été très angoissés, très inquiets. Nous avons pensé au pire parce que malheureusement, en allant de cette façon dehors et en ne sachant pas où
tu y es allé, voilà ce à quoi tu t'exposes et tout cela. C'est cela l'éducation de l'enfant. Voilà à quoi tu t'exposes parce que l'enfant qui fugue, donc comme en termes de rite initiatique dans sa bande et autres et tout cela, ou pour affirmer dans son processus, il dit bon, je vais faire ça et puis je vais voir, je teste l'éducation des parents, je teste et tout cela. Donc, en le faisant ainsi, en revenant, il n'a peut-être pas eu le temps de mesurer donc les conséquences et les dangers qui l'attendent dehors. En lui expliquant les choses, peut prendre conscience qu'effectivement, je me suis exposée à quelque chose de dangereux. C'est heureux que je n'ai pas eu de difficultés et que je sois revenue ou qu'on m'ait retrouvée. Monsieur Konaté, qui nous suit d'Abobo, dit, on a beau dire tout ça, Marco, dites à la dame qu'en Afrique, la fugue serait pas une bonne chicotte. C'est la raison pour laquelle, chez nous en Afrique, il n'y a pas trop, surtout au village, il n'y a pas beaucoup de fugues. Que le village, même où l'enfant va aller, il sera retourné. Oui. Parce que nous avons réglé le problème naturellement et n'oublions pas la bonne chicotte. C'est la correction à l'africaine qui est très bonne pour nous. D'accord. Il fallait que je dise ça. Oui, vous l'avez dit, c'est tout à fait bien. Mais nous ne disons pas qu'il faut systématiquement balayer la chicotte. Malheureusement, nous sommes dans une société qui est transitoire. Nous sommes entre ce que la tradition nous offre et ce que l'Occident nous offre, ou l'Occident ou l'extérieur nous offre. Nous ne parlons pas de modernisation ou de modernité. Est-ce qu'on peut gérer un enfant africain avec les codes de l'Occident? C'est là toute la question, puisque nous sommes dans un transit. L'Africain ne parlerait pas de psychologue. Chaque parent a sa dose de psychologie pour gérer son éducation et le système de psychologie est bien mis en place au niveau traditionnel. Nous avons la famille très élargie avec les oncles, les oncles et tout cela. Et l'enfant, avant de faire la fugue dans les conditions dans lesquelles parle M. Konaté, j'en suis heureuse d'ailleurs, dans lesquelles il parle il va rencontrer sur son chemin son cousin, derrière son cousin qui va lui dire « tu ne fais pas », sa tante qui va lui dire, et même en sortant, chemin faisant, il va rencontrer tous les adultes qu'il va rencontrer ou tous les autres amis qu'il va rencontrer sur le chemin vont lui dire « tu vas où, tu fais quoi ?» Et donc, le système, il n'aura même pas le temps d'arriver loin pour faire sa fugue. Il n'aura même pas le temps. Il sera tout de suite ramené. Donc, tous les garde-fous ont été posés de telle sorte que sa fugue ne lui réussira pas. Il ne pourra même pas la faire. Mais aujourd'hui, de quoi disposons-nous? Nous disons que nous allons avoir la bonne chicotte à la maison, mais nous mettons notre enfant à l'école et il est dans un autre système. Nous lui parlons de modernité, de modernisation et tout cela, mais avec des comportements donc, qui accompagnent cela. Et puis on dit qu'on prend la chicotte. Non, ces choses sont deux choses complètement incompatibles. Si vous avez opté donc pour la communication et tout cela, alors vous restez dans le mode de communication avec l'amour. Et même avec la chicotte, ce n'est pas à toutes les occasions de fugue qu'on chicote l'enfant. Il y a des conditions. Si vous avez fait la fugue parce qu'on vous a reproché un certain nombre de choses, donc vous refusez d'adopter les systèmes de socialisation de l'éducation que vous imposent les parents, alors la chicotte, oui, les parents l'introduisent pour vous amener à comprendre que dans la société dans laquelle nous sommes, voilà les règles